Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado du Dr. Kin. Sujet que je trouve assez intéressant aujourd'hui, puis c'est un peu un hasard si je tombe là-dessus. J'ai décidé un peu à la dernière minute d'aborder le sujet, comme c'est souvent le cas. Donc aujourd'hui, j'ai abordé le sujet des somatotypes ou du type corporel ou des archétypes corporels. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à me saluer rapidement dans le chat, m'indiquer que tout va bien, que la communication est bonne, que le son est là, que l'image est là. Si aussi vous avez des questions, des commentaires pendant la diffusion, n'hésitez pas, écrivez, allez-y. Si je peux y répondre, si je peux l'intégrer, ça va me faire plaisir de le faire. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que les balados sont disponibles aussi sur la plupart des plateformes de balados, Spotify, Apple, Google, etc. Donc, vous pouvez toujours réécouter en différé chaque balado. Et c'est également disponible sur mon site, donc drkin.com, /balado. Alors, il y a une section balado, donc vous pouvez avoir les archives et tous les balados qui sont disponibles sont là. Donc vous pouvez les écouter, les partager, les commenter, etc. Salut Johan! Excellent. Donc, maintenant que je suis sûr que ça fonctionne, allons-y. Les fameux somatotypes, c'est assez particulier. Moi, je suis tombé là-dessus il y a, mon Dieu, probablement quelque part comme en 97, où est-ce que je me suis procuré un livre qui s'appelle Anthropometrica, qui est un peu presque la Bible de l'analyse de la composition corporelle, où est-ce que ça parlait des somatotypes. Alors, c'est fort probablement la première fois là, que j'étais tombé là-dessus. Et j'ai lu la description là, des somatotypes, c'était quoi. Pour vous donner une petite idée, là, les somatotypes, j'ai ici à l'écran, je vais vous montrer ça, des images des trois archétypes, des trois somatotypes auxquels on fait souvent référence. Donc, quand on parle de somatotype ou de type corporel, on va parler d'ectomorphie, de mésomorphie, puis d'endomorphie. Donc, c'est pas mal ça. C'est ce qu'on va entendre, c'est ce qui va être promu beaucoup. Vous avez une tonne de calculateurs sur Internet qui vous disent on va dire votre type corporel et ensuite de ça, on va vous dire quoi manger ou comment vous entraîner parce que votre type corporel, ça a un impact drastique sur ce que vous mangez, comment vous mangez, à quel moment, comment vous devez faire pour perdre du poids, prendre du muscle, etc. Il y a toute une Bible qui sort là, à la suite de ces calculs-là. C'est super intéressant, c'est incroyable. Pourquoi on n'en parle pas plus? Vous allez voir pourquoi on n'en parle pas plus. Alors, ces fameux somatotypes-là, pour vous donner une idée d'où ça part à peu près des années 40. Si je ne me trompe pas, c'est un psychiatre ou un psychologue, Dr. William Sheldon, dans les années 40, qui a mis de l'avant. Et attention, là, vous allez voir, là, ça risque de faire grincer des dents certains. Là. C'est tout un personnage, le Dr. Sheldon. Donc, il a mis de l'avant un lien entre la psychologie d'un individu puis son physique. Donc, la théorie que Sheldon avançait, c'était que le physique qu'on avait était associé à l'intelligence, à la valeur morale d'un individu et à la réussite. Donc, certains physiques faisaient en sorte que tu étais plus intelligent, tu étais d'une morale irréprochable et tu allais réussir dans la vie, alors qu'il y avait d'autres physiques, tu étais vraiment poche, tu n'étais pas bon, tu étais ci et tu étais voué à l'échec, puis tu étais un citoyen de seconde ou de troisième classe. Bon, pour vous donner une idée, le personnage, là, c'est un peu un bonhomme louche, là. Dr. Sheldon, éthiquement parlant, là, c'est pas une perle rare, là. Le bonhomme, pour mener ses études, il a pris beaucoup de photographies pour identifier justement les types de physique chez des étudiants, étudiantes, donc qui n'étaient pas gradués, donc des collèges, universités. Et les photos, c'était tout nu. Donc, des photos nues, gars, filles, sans le consentement explicite des gens. Donc, il n'a pas vraiment dit ça servait à quoi, puis c'était pourquoi. Déjà là, ça ne regarde pas bien. Puis plus tard, il y a, dans le fond, son bras droit, qui est Dr. Barbara Heath, qui l'a accusé d'avoir falsifié les données pour la rédaction, dans le fond,
de son livre, puis du gros de son message qui mettait en lien le physique, puis la psychologie ou la personnalité ou la valeur ou les chances de réussite d'un individu. Donc, à la base, là, ça part de quelque chose d'un peu croche. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est pas bon les somatotypes, mais on s'entend là, que initialement, là, c'est quelque chose. Pour vous donner une petite idée également là, de tout ça, ben, il a proposé des types de personnalités ou des traits de personnalité en lien avec les somatotypes. Donc ça aussi, moi, ça m'a fait grincer des dents. Là. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais par exemple, un ectomorphe qui est quelqu'un d'habitude de filiforme. Donc, on imagine un joueur de basket des années 70, là, grand, mince. Ben, on va associer des traits psychologiques, donc selon Sheldon toujours, quelqu'un d'intelligent, doux, calme, conscient de sa personne, introverti, puis anxieux. Donc, parce que t'es grand et t'es mince, ben, tu vas être introverti. Donc, si on prend Michael Jordan au début de sa carrière, pour avoir écouté sur Netflix la série documentaire sur lui, ben, il était grand puis il était mince, il n'était pas très musclé, donc c'était clairement quelqu'un qui était doux, qui était intelligent, qui était introverti. Bon, pas sûr. Alors, déjà là, on se dit, ouais, c'est louche. Le mésomorphe, ben ça, c'est quelqu'un qui est habituellement musclé, costaud, robuste. Alors, les traits psychologiques que Sheldon lui prêtait, c'était quelqu'un de compétitif, d'extroverti, de dur, donc quelqu'un de solide, puis aussi, même, on associait à quelqu'un qui est réussi, qui est populaire. Donc, c'était vraiment ce qui était associé au mésomorphe. Ensuite de ça, l'endomorphe, et c'est là que, moi j'ai des frissons dans le dos. Mais l'endomorphe, c'est quelqu'un qui est plus rond, donc qui va être plus adipeux, qui va être plus gras. Donc une personne qui va être obèse, par exemple, va avoir une valeur d'endomorphie très élevée. On va revenir un petit peu plus tard comment on détermine tout ça. Alors ça, c'était décrit comme quelqu'un qui était un peu extravagant, gentil, joyeux, relax, mais aussi paresseux puis égoïste. Donc, tout ça, parce que tu as un petit peu trop de gras de ventre, ben, tu as ces traits de personnalité-là. Donc, c'est vraiment des clichés, des stéréotypes. Moi, j'ai de la misère un petit peu avec ça. Là. Je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux. Puis surtout que ben, il n'y a pas vraiment de données qui supportent ça dans le domaine de la psychologie. Donc, on a des stéréotypes culturels qui vont être associés un peu au physique. Là, bon, j'enseigne au Cégep du Vieux-Montréal, puis il y a toujours le cliché du joueur de foot du Cégep du Vieux-Montréal. Fait que tu te dis, ah ben ça, c'est un gros gars costaud qui s'assit dans le fond de la classe, puis qui fout rien, puis qui niaise. On a ce stéréotype-là, ce cliché-là. Puis, à la dernière session, ben, j'en ai eu des joueurs de football du Cégep du Vieux, puis ben, c'est un gars super le fun, à son affaire. T'sais. Donc, vraiment, moi, je suis pas un gros partisan de ce type de stéréotype-là comme ça. Geneviève, écoute, je ne savais pas que c'était encore enseigné en naturopathie, Masso, mais vous allez voir, pour entrer dans le vif du sujet, comment on détermine le somatotype, c'est là que on déchante un petit peu. Tu sais, les gens pensent que le somatotype, ben, on fait ça à l'œil. Ben, initialement, c'était fait par photoscopie, donc on avait des images. On avait des images de référence d'un ectomorphe là, vraiment très prononcé. On avait une autre image d'un mésomorphe très prononcé, puis on avait une autre image d'un endomorphe très prononcé. Et on regardait la personne devant nous, puis on la comparait aux images, puis on regardait vers qui cette personne-là tendait. Il y a des chartes aussi qui étaient faites où est-ce qu'on pouvait cocher, noter, etc. Puis après ça, on pouvait déterminer, la personne tendait vers quel archétype? Bon, plus vers un mésomorphe, endomorphe, ectomorphe, ou était un mélange de plusieurs. Donc, c'était vraiment à l'œil. Dans les années 70, le bras droit que je parlais tantôt du personnage louche du professeur Sheldon, Barbara Heath, est arrivée avec une nouvelle façon de travailler avec ça, qui était plus orientée vers l'analyse de composition corporelle. Donc, elle a développé, avec Dr. Carter, des équations pour calculer une valeur de somatotype. Donc, on n'était plus avec une charte, avec une évaluation un peu subjective à l'œil. On était rentré dans des mathématiques qui utilisaient des données. Entre autres, il y avait la grandeur, il y avait le poids, il y avait des plis cutanés, pli cutané du triceps, sous-scapulaire dans le dos, supraspinal, un petit peu en diagonale devant la hanche.
des circonférences de mollets, de biceps contractés, donc toutes des valeurs plus objectives de composition corporelle qui nous donnaient un score. Donc, je ne veux pas vous assommer avec ça, mais je vais vous présenter ici comment ça se calcule l'endomorphie, la mésomorphie puis l'ectomorphie. Donc, ce que vous avez à l'écran, j'espère toujours que vous pouvez le voir. Ceux qui sont juste en audio, ben non, je ne vous lirai pas l'équation au complet, mais par exemple, l'endomorphie va surtout dépendre de plis cutanés. Donc, plus les plis cutanés sont épais, plus le score d'endomorphie va être élevé. Bon, c'est un peu normal. L'endomorphie, ben, c'est un profil qui est plus gras, donc plus les plis cutanés sont épais, potentiellement, plus ça veut dire que la personne a du gras. Donc, on va avoir un score un peu plus élevé. À ça, on va corriger pour la grandeur, puis ça va nous donner une idée un peu, un score. Les scores, la gradation, ça va habituellement d'à peu près 0, 0.5 jusqu'à un peu plus que 7, donc humainement parlant. Puis, on va considérer qu'un score de 0.5 à 2.5, c'est faible. Donc, si je calcule mon score d'endomorphie, puis ça me donne 1, ben j'ai 1 point d'endomorphie. Donc, je ne suis clairement pas quelqu'un qui est de nature endomorphe, là, qui présente un physique endomorphe. Si, dans mon calcul, ensuite, je vais calculer mésomorphie, bon, qui va tenir compte de circonférence, donc il va me donner une meilleure idée de la musculature. Entre autres, on va prendre des circonférences où on va corriger pour les plis cutanés. Donc, on va corriger un peu pour le tissu adipeux pour avoir une idée de t'as-tu des gros pipes? Donc, ça va nous permettre d'avoir une idée sur la musculature de l'individu. Ben, si tu as un score, dans ton équation, ça donne un score de 7.5 en mésomorphie, ben, tu as clairement une valeur de mésomorphie très élevée. Et à ce moment-là, tu es probablement un dominant en mésomorphie. Et finalement, l'ectomorphie, un peu plus particulier ce calcul-là, ça tient compte du ratio grandeur-poids, donc la grandeur divisée par le poids à la racine cubique, donc un petit peu plus compliqué. Si ça te donne une valeur en temps et temps, il faut que tu fasses telle affaire. Donc, c'est un peu plus complexe pour obtenir la valeur, mais ça va encore une fois nous donner un score entre à peu près 0 point quelque chose puis 7 points quelque. Là. Donc, on a toujours une étendue approximative dans ces ordres de grandeur-là. Alors, on va être en réalité une composition toujours de ces trois archétypes-là de physique. Donc, on va avoir une dominance. Des fois, ça peut être balancé. On peut avoir le même score dans presque les trois. Donc, il y a différents scénarios. Donc, il va y avoir à peu près 3-4 types de répartition de pointage dans nos trois archétypes qu'on va retrouver. Puis, on peut vraiment dénombrer là, à peu près 15-16 au total, là, des différentes variations au niveau de qu'est-ce qu'on peut être. Donc ça, c'est comment on obtient ça. Donc c'est à peu près la même chose qu'une analyse de composition corporelle quand on fait prendre nos plis cutanés, des circonférences, des largeurs, puis on obtient, mettons, un pourcentage de gras. Ben, c'est une autre façon d'exprimer ça. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de tissu adipeux, ben, son score d'endomorphie va être élevé. Pourquoi? C'est pas génétique, c'est pas magique, c'est pas mystérieux, c'est ben, si je fais des plis cutanés puis les plis sont épais, ça va me donner un pourcentage de gras élevé, ça va me donner une masse grasse élevée. Ben, si je prends les mêmes plis cutanés pour calculer dans une autre équation un autre score, ben, ça va aussi donner un score élevé parce que mes plis sont importants. Donc, ça va aussi me confirmer que hey, ben, t'es gras. Et j'ai déjà vu des gens analyser des rapports de composition corporelle, puis se contredire sans le savoir. Ils vont parler, par exemple, ils vont dire « Ah, ben tu vois, tu as un pourcentage de gras élevé, mais tu es correct parce que tu es un mésomorphe. » Ben, si tu as un pourcentage de gras élevé, ça veut dire que tu as un haut pourcentage de ton poids total qui est de la masse grasse. Donc, ça se peut que tu sois très lourd, que tu aies une masse musculaire très imposante, mais tu as aussi une masse grasse super imposante. Fait que systématiquement, tu vas avoir un score d'endomorphie aussi élevé. Donc, la personne dit « Ah, ben là, toi, tu n'es pas vraiment un endomorphe parce que tu es mésomorphe, mais ton pourcentage, tu es un mésomorphe avec un pourcentage de gras élevé. » Ben, un mésomorphe avec un pourcentage de gras élevé, ça va être quelqu'un qui va avoir un score élevé en mésomorphie, puis aussi un score élevé en endomorphie. Donc, tu sais, c'est vraiment juste un autre calcul, une autre expression de la masse grasse, de la masse maigre, etc. Donc, c'est vraiment ça. Fait que c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de « Ah oui, toi, génétiquement, t'es mésomorphe, etc. » Ou encore pire, quand on voit que les gens se condamnent à une situation.
Ils vont dire, ah ben moi, tu sais, je suis ectomorphe, je peux pas gagner du muscle. Non, tu es ectomorphe parce que tu n'as pas de muscle. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner de muscle. Ça veut juste dire que tu n'en as pas beaucoup pour ta grandeur. C'est ça. Il n'y a rien avec ce score-là qui nous dit que tu ne peux pas gagner de muscle. Ça se peut que pour une raison X, tu ne puisses pas gagner de muscle, mais c'est pas ça que le score d'ectomorphie nous dit. Même chose, on va dire, ah ben toi tu es endomorphe, tu vas toujours être gros, tu peux pas. Ben non. Si on prend quelqu'un, j'ai discuté avec une personne qui était obèse puis qui avait perdu beaucoup de poids, puis qui me disait, tu sais, moi, je suis pogné, je suis encore pas mal endomorphe, puis je disais, ben, je pense pas que tu es si endomorphe que ça, là. Moi, je pense que tu as une dominance en mésomorphie. Après ça, tu as un petit peu d'endomorphie, puis tu n'as pas beaucoup d'ectomorphie. Je dis, comment ça? Je dis, ben, t'es pas grand, fait que dans le calcul de l'ectomorphie, comme on tient compte de la grandeur, vu que t'es pas grand, automatiquement, ça sera pas élevé. Ça, on peut le dire que c'est pas mal fixé, puis c'est génétique. Et ensuite de ça, ben, t'es pas si gras que ça, puis t'as une Moses de grosse masse musculaire. Fait que moi, je pense plus que t'es mésomorphe. Puis la personne me disait, ben non, parce que moi, écoute, j'engraisse facilement, puis j'ai été gros toute ma vie, fait que moi, je suis endomorphe. Je dis, ah ben tu l'étais peut-être endomorphe, mais là, tu as perdu ta masse grasse, ton score d'endomorphie va avoir baissé beaucoup parce que tes plis cutanés qui servent dans le calcul du score d'endomorphie vont être beaucoup plus bas. Fait que la personne ne comprenait pas que c'était tout simplement des équations mathématiques. Mais lui, il pensait que c'est comme cette personne-là était mexicaine. C'est comme s'il disait, ben moi, je suis endomorphe comme je suis mexicain. Je vais toujours être mexicain puis je vais toujours être endomorphe. Ben non. Si tu continues à perdre du poids, tu vas voir que tu vas être de moins en moins endomorphe, mais tu vas toujours être mexicain. T'sais? Alors, Geneviève qui pose une question, est-ce possible de modifier la composition corporelle avec l'entraînement, etc.? Ben oui, c'est exactement ça. C'est que quand la composition corporelle va changer, ça va se refléter dans les valeurs de somatotype. Et c'est la principale fonction des somatotypes, c'est d'évaluer le changement de composition corporelle suite à une intervention. Donc, c'est beaucoup ça qu'on va faire avec. On va regarder, est-ce que ton score d'endomorphie a baissé? Moi, je pense que de plus en plus, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que les gens sont moins familiers avec les valeurs. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté avec la pesée, avec la balance, puis que sa relation avec la balance puis avec le poids n'est pas très bonne, cette personne-là, ça se peut que de se faire dire ah ben là, t'as tant de gras, puis c'est trop, il faudrait perdre de temps. Ça se peut que ça soit un peu plus difficile à gérer ou qu'il y ait une charge émotive associée à ça. Fait que dans le processus de perte de poids, ça peut être une étape initiale parce que on travaille uniquement avec le somatotype, puis on regarde l'évolution du somatotype. C'est abstrait, donc la personne ne peut pas le relier à un chiffre ou à la balance comme telle. Donc on dit, ben là, ton score d'endomorphie est à 7, on aimerait ça qu'il diminue à 5, c'est notre première étape. OK, parfait. Fait que c'est pas, ah ben là, il faut que je pèse tant sa balance, ou c'est moins associé. Fait que dans certains cas, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, ça peut avoir son utilité, mais c'est ce pourquoi c'est majoritairement utilisé, puis je me suis promené encore sur Internet après-midi en regardant ça, c'est pour dicter ce que vous devez manger puis ce que vous devez faire. Donc, on est vraiment on met la charrue avant les bœufs. On est vraiment à dire, parce que toi, tu as un surplus de gras, tu es condamné à être toujours gras. T'sais, on va dire, parce que tu as beaucoup de gras, c'est parce que tu engraisses vite. OK. Est-ce qu'on a des données sur la cinétique de prise de poids chez les personnes qui sont endomorphes? Combien de kilogrammes de poids ils prennent par semaine lorsqu'ils sont soumis à un surplus énergétique? Est-ce que c'est 2 fois plus qu'un ectomorphe? J'ai fouillé, j'en ai pas de données, j'ai rien trouvé qui comparait le rythme de prise de poids d'une personne qui était ectomorphe, d'une personne qui était mésomorphe, puis d'une personne qui était endomorphe, lorsque les 3 personnes étaient exposées au même surplus énergétique. Ça pourrait nous confirmer ou infirmer l'affirmation que une personne qui est endomorphe, c'est parce qu'elle gagne du poids facilement. Cool. S'il gagne 2 fois plus de poids que les autres pour un surplus calorique de 1000 calories, je vais dire, OK, c'est vrai. On va essayer de savoir pourquoi la personne endomorphe elle gagne plus de poids. Donc, puis mon guess, c'est pas parce qu'elle est endomorphe, c'est parce qu'il y a une condition X qui fait qu'elle a une propension à prendre du poids, puis si elle prend du poids, elle a un score d'endomorphie plus élevé.
Même chose pour les gains en masse musculaire. On regarde, moi j'ai déjà eu un client qui était ectomorphe, une dominance en ectomorphie, puis il gagnait à peu près autant de masse musculaire qu'un mésomorphe que j'entraînais. Donc c'est à peu près le même rythme. Physiquement, visuellement, quand tu regardais ça, l'ectomorphe avait toujours l'air maigre puis pas musclé. Fait que quand tu le regardes, tu te dis, ah ben oui, lui, écoute, il est pas gros. Ben oui, mais c'est parce qu'il part de loin. Tu sais, le gars, il mesure 1m70, il a 20 kg de masse musculaire. L'autre, il mesure à peu près 1m72, il a 35 kg de masse musculaire. Ben, les deux peuvent gagner 1 kg de masse musculaire par 6 semaines. Ça veut dire qu'ils gagnent la même affaire. Après 6 semaines, quand tu regardes les deux, celui qui est plus grand, plus musclé, en partant, il a encore l'air plus musclé. Fait qu'il y a un impact visuel super important qui fait en sorte que ça trompe. Donc, on a l'impression que le gars plus musclé a gagné plus de muscles. En réalité, il a gagné la même affaire. Donc, sa progression est très similaire. Donc, on n'a pas vraiment de données, à ma connaissance, sur justement, est-ce que c'est vrai qu'un ectomorphe est condamné à être mince? Et encore une fois, on tombe trop facilement, selon moi, dans des clichés, dans des stéréotypes qui font en sorte que on propage des informations sans nécessairement savoir pourquoi c'est comme ça. Puis on va vraiment prendre pour acquis que c'est ça. Puis il y a bien du monde qui vont faire de l'argent avec ça. On va dire, c'est sûr, les personnes endomorphes, il faut qu'ils coupent les glucides après 8 heures le soir. OK, pourquoi? C'est parce que les autres, là, ils vont engraisser s'ils font ça. Puis l'ectomorphe, lui, s'il fait ça, est-ce qu'il va engraisser? Ou lui, si l'ectomorphe, il coupe les glucides après 8 heures, est-ce qu'il va maigrir encore? Parce que ça ne change rien. On disait, l'endomorphe, il faut qu'il fasse de l'entraînement cardio. L'ectomorphe, il faut qu'il fasse de la musculation. OK, pourquoi? Parce qu'on suppose que le cardio va faire perdre du poids, puis la musculation va faire gagner du muscle. Donc, on suppose que parce que l'ectomorphe, il n'y a pas une masse musculaire super importante, c'est obligatoire qu'il faut qu'il l'augmente. Peut-être pas, il est peut-être super bien comme ça, il n'y a peut-être aucun problème de santé, peut-être aucune raison d'augmenter sa masse musculaire. Puis même chose, la personne qui a un score d'endomorphie élevé, elle n'a peut-être aucune raison de chercher à diminuer cette masse-là, puis peut-être que le cardio n'aura absolument aucun effet sur sa perte de poids non plus. Donc, on a vraiment beaucoup de clichés, de mythes qui rentrent là-dedans, qui servent principalement à faire engranger de l'argent à une industrie qui cherche désespérément à avoir des nouveaux concepts, des nouvelles vagues hautes pour faire embarquer les gens, puis à vendre des choses qui, dans le fond, qui reposent sur absolument rien. Donc, on va vraiment faire une distorsion importante de concepts qui, à la base, peuvent faire du sens scientifiquement, peuvent avoir une certaine utilité, mais en réalité, c'est pas à ça que ça sert. Donc, moi, j'ai déjà vu des gens dire, on va déterminer ton type de jeûne intermittent. Donc, ça, c'est un programme qui était vendu. On va déterminer le type de jeûne intermittent que tu vas faire en fonction de ton somatotype. Puis quand tu regardais ça, les jeûnes intermittents qui avaient la plus longue période de jeûne, c'était les endomorphes qui le faisaient. Ça veut dire quoi? Si tu as la plus longue période de jeûne, ça veut dire que ta fenêtre pour t'alimenter est plus courte. Donc, ça peut être un peu plus difficile d'ingérer une grande quantité de calories. Donc, il y a plus de chances que tu perdes du poids. Donc, ça peut être une avenue qui arrive. Fait que, pas besoin de faire le calcul puis déterminer que tu es endomorphe. Tu dis que tu veux perdre du poids, tu as un surplus de poids important, on veut imposer une restriction calorique, on prend la stratégie la plus sévère pour imposer cette restriction-là, puis on espère que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, puis que c'est correct, etc., mais le raisonnement fait du sens. C'est pas parce que c'est un endomorphe qu'il faut qu'on fasse ça. C'est pas ça là, qui va être l'élément pertinent et intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à présent sur ça ou c'est quoi l'utilité. Pour faire un lien avec mon dada là, avec le métabolisme énergétique, on a aussi beaucoup parlé du métabolisme de repos. Donc, beaucoup de gens qui vont dire l'ectomorphe, il y a un métabolisme de repos super rapide. Le mésomorphe, il y a un métabolisme de repos normal, mais assez haut. Puis l'endomorphe, il y a un métabolisme de repos atroce, t'sais. Mais c'est pas ça. Le métabolisme de repos va être fonction du gabarit. Donc, plus tu as une masse musculaire importante, plus tu as une masse maigre, donc la taille des organes importante, plus ton métabolisme de repos va être élevé. Qu'est-ce qui se passe avec un ectomorphe qui n'a vraiment pas beaucoup de gras?
chaque kilo de poids, ça c'est un peu complexe, mais chaque kilo de son poids est fortement influencé par la taille de ses organes. Donc, la personne qui pèse 45 kg ou qui mesure 1,70 m, c'est quelqu'un qui est pas mal ectomorphe. Mais la majorité de son poids, c'est pas du gras, c'est un peu de masse musculaire, puis c'est de la masse maigre. Fait que c'est du tissu métaboliquement actif. Fait que si on prend son métabolisme de repos divisé par son poids, on va avoir un score élevé. Ça ne veut pas dire que c'est un métabolisme de repos qui est super rapide ou qui va plus vite pour une raison normale. Il va au même rythme que son cœur va dépenser 440 calories par kilo par jour, comme celui du mésomorphe, comme celui de l'endomorphe. L'endomorphe, par contre, comme il y a beaucoup de gras, qui est un tissu qui n'est pas métaboliquement actif, si tu divises son métabolisme de repos par son poids, ben, tu divises par pas mal de kilos qui gruge pas beaucoup de calories par jour. Fait que c'est sûr que ta valeur va être plus basse. Fait que ça va donner la fausse impression qu'il y a un métabolisme qui tourne au ralenti, alors qu'il tourne au même rythme. C'est juste que la composition corporelle est différente. Donc, Michael qui pose la question, la prise de gras d'une personne endomorphe ne dépend pas plus du nombre d'adipocytes. Mais le nombre d'adipocytes, ça va varier, ça va fluctuer. Donc, il y a une certaine partie qui va demeurer quand même constante, mais les adipocytes, ce qui va arriver, c'est que quand ça se remplit, rendu à un certain diamètre, si on veut, l'adipocyte va se subdiviser. Donc, ça va se multiplier. Fait que la quantité d'adipocytes que tu as, c'est un peu ton potentiel à stocker du gras, mais ça ne détermine pas si tu engraisses ou non. Parce que tes adipocytes, s'ils sont vides, s'il n'y a pas d'énergie pour les alimenter et de stocker du gras dedans, ben, ils ne se gonflent pas, ils ne pèsent pas lourd dans la balance. Alors, c'est pour ça que ta quantité d'adipocytes, ben, c'est pas si un facteur que ça dans la gestion de ton poids. C'est peut-être un facteur de risque en disant que plus tu as une grande quantité d'adipocytes, plus tu as un grand potentiel pour engraisser, mais c'est pas parce que tu as un grand potentiel que tu es obligé de t'y rendre. Puis je me prends toujours comme exemple, je dis toujours en joke, moi j'avais le potentiel de jouer dans les ligues professionnelles au baseball, dans les ligues professionnelles au hockey, c'est juste que j'ai choisi de ne pas atteindre mon plein potentiel, puis c'est pour ça que je me suis pas rendu. Blague à part, j'avais zéro potentiel pour me rendre là, mais c'est un exemple, c'est pas parce que tu as le potentiel de quelque chose que tu vas nécessairement te rendre. Salut Lison, donc est-ce que l'âge peut avoir un impact sur le métabolisme? Bien, l'âge va avoir un impact sur ton somatotype, puis il va aussi avoir un impact sur le métabolisme, mais il est quand même minime. Donc, en vieillissant, on va avoir tendance à accumuler un petit peu plus de gras, puis à perdre un petit peu de masse musculaire. Fait que ça va affecter les somatotypes. Donc, on va avoir tendance à voir le score d'endomorphie potentiellement monter un peu, le score de mésomorphie potentiellement diminuer. Et ça va faire en sorte que aussi notre métabolisme de repos va être affecté par ça. Mais c'est pas tant que ça. Donc, c'est pas une diminution super importante, tant et aussi longtemps que le poids reste à peu près stable. Donc, si quelqu'un à 20 ans va perdre beaucoup de gras, beaucoup de muscles, son métabolisme de repos va baisser beaucoup. Parce que il y a moins de cellules actives au repos parce qu'il a perdu du gras puis il a perdu du muscle. Ça va être à peu près la même chose pour une personne âgée de 75 ans qui perd la même quantité de gras puis la même quantité de muscle. On va observer un impact similaire sur le métabolisme de repos. Là où on remarque un impact vraiment majeur de l'âge, sur entre autres la dépense énergétique, c'est au niveau de l'activité physique. Donc, on le voit, passé 60 ans, il y a une diminution marquée de tout ce qui est activité du quotidien. Donc, une grosse diminution chez l'individu moyen qui fait en sorte qu'il y a une grosse baisse de calories qu'il dépense parce que on fait moins de jardinage, on marche moins pour aller magasiner, on s'entraîne peut-être moins ou moins fort, etc. Donc, le cumul de tout ça fait qu'on a une grosse réduction dans les calories qu'on dépense et ça va avoir un impact beaucoup plus important sur les calories qu'on dépense que l'âge comme tel. C'est pas si pire que ça, l'âge. Donc, l'âge va vraiment affecter un peu notre potentiel. Ça réduit notre potentiel. Fait qu'à 70 ans, c'est peu probable qu'on puisse se rendre aux Olympiques parce que notre potentiel va avoir diminué beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement en mauvaise forme ou pas en santé ou qu'on ne dépense pas beaucoup de calories. Donc, quand on arrive avec les somatotypes, il y a une chose importante, c'est qu'il faut les calculer. Il faut utiliser les équations que j'ai présentées. Elles sont aussi disponibles. Là, j'ai écrit un article sur les types corporels sur drkin.com. Donc, les équations sont disponibles. Vous pouvez vous amuser à les utiliser. Si vous êtes habile avec Excel, ça se rend super bien. Sauf que
Puis vous allez voir, c'est facilement influençable par le niveau de précision. Quand on fait des plis cutanés, il y a une variabilité. Si on prend le pli du triceps avec les pinces, ben ça se peut qu'on ait 10, on ait 9, on ait 11 sur des mesures différentes. Donc cette variabilité-là est super importante parce qu'elle peut jouer quand même de façon assez lourde dans nos calculs. Parce que dans les calculs, si vous regardez l'endomorphie, entre autres, on a la somme des plis qui est élevée au carré, la somme des plis qui est élevée au cube. Donc, chaque millimètre d'erreur qu'on a, si en réalité mon pli est à 10, puis que je mesure 12, bien, j'ai 2 mm d'erreur, mais c'est pas juste 2 mm d'erreur. Ça va être 2 mm au carré, puis 2 mm au cube. Alors, ça se peut que j'arrive avec un score d'endomorphie qui soit élevé alors qu'il est modéré. Donc, on peut facilement se tromper avec la marge d'erreur qu'on a. Puis malheureusement, ça fait des années que j'en parle, malheureusement, on ne tient pas compte de la marge d'erreur quand on fait des analyses de composition corporelle. On prend toujours pour acquis que le chiffre qu'on a, c'est le bon. Mais il y a toujours une variabilité, une variation. Et dans le cas des somatotypes, ça peut faire en sorte qu'on va dire « Ah, toi, tu es dominant endomorphie » ou « Ah non, toi, finalement, tu es balancé ». Ça peut aller aussi loin que ça, cette marge d'erreur-là, cet écart-là, et c'est ça qui va faire mal. Donc, on peut se ramasser à avoir vraiment des chiffres qui nous induisent en erreur parce qu'on ne tient pas compte de la variabilité de notre mesure puis de notre marge d'erreur, parce que ça implique des équations encore plus compliquées. Donc, soit le manque de connaissance de ces équations-là, soit de se dire c'est bien trop compliqué, ou soit encore le désir d'être parfait devant un client. On dit moi, je ne suis pas pour dire que j'ai une marge d'erreur parce que le client va penser que je ne suis pas bon. Ben non, on a toujours une marge d'erreur, puis c'est normal. Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est quand j'ai un évaluateur qui ne me présente pas sa marge d'erreur. Ça m'inquiète, parce que je me dis, OK, il n'est pas au courant qu'il y a une marge d'erreur, ou il me le cache, ou comment je fais pour savoir que ce chiffre-là est le bon? Puis si en plus, je me base sur les somatotypes pour dire ce que tu peux manger ou ne peux pas manger, ou quel type d'entraînement il faut que tu fasses. Imaginez si je vous dis, toi, il faut que tu fasses de la musculation parce que tu es ectomorphe, puis il faut que tu mettes lourd. Puis finalement, j'ai refait le calcul la semaine d'après, puis je me suis trompé, j'ai mal mesuré mes affaires, puis il est un peu plus mésomorphe que je pensais, ou il est un peu plus endomorphe que je pensais. Puis ça va loin, là. J'ai des gens qui ont utilisé des calculateurs sur Internet pour déterminer le somatotype. Fait qu'ils ne connaissaient pas les équations, ils n'avaient aucune idée, fait qu'ils rentraient des chiffres que le site web leur demandait avec leurs clients, puis ça donnait le score. Puis ils se sont trompés quand même pas mal, et à l'œil, tu voyais à l'œil que c'était quelqu'un qui était probablement ectomorphe, un petit peu mésomorphe, mais pas du tout endomorphe. Puis parce qu'il y avait une erreur dans les calculs, tu avais quelqu'un qui avait parce que les chiffres qui étaient rentrés, les mesures étaient mal faites, ça donnait quelqu'un qui avait un score d'endomorphie plus élevé. Fait que là, l'évaluateur de dire toi, tu es un skinny fat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un maigre gras. Tu as du gras de caché parce que ton score d'endomorphie est élevé. Tu n'es pas ectomorphe. Tu es vraiment un endomorphe parce que probablement que tu as du gras à l'intérieur. Puis là, la personne essaie de justifier le score d'endomorphie. Elle dit, tu as du gras de caché, puis si le gras il est caché, tu ne l'as pas mesuré. Si tu ne l'as pas mesuré, ça ne paraît pas dans les chiffres que tu as rentrés sur le site web. Fait que ça ne marche pas. Si tu prends des plis cutanés, puis ça te donne des petits chiffres, puis tu te trompes dans ton calcul, ou le calcul n'est pas bon, puis le score d'endomorphie sort quelque chose d'élevé, révise le calcul, révise les chiffres, parce que si les chiffres sont petits, puis c'est les chiffres qui sont utilisés dans l'équation, la valeur qui sort, elle ne sera pas grande. Fait que du gras caché, si tu ne l'as pas mesuré avec tes plis, il n'existe pas là, dans l'équation. Là. La variable n'est pas là. Fait que c'est ça qui est problématique. Fait que là, tu dis, là, finalement, on va faire telle intervention, telle affaire, parce que toi, tu es un skinny fat. Pas du tout. Là, la personne, c'était un ectomorphe. Il y avait effectivement pas beaucoup de gras, puis c'était clair. Mais parce que dans toute la mystique qui entoure les somatotypes, on essayait de le justifier. C'est pas tout à fait comme ça que ça va fonctionner. Donc,
Si je résume, bien, les somatotypes, c'est vraiment une autre forme d'analyse de la composition corporelle. C'est initialement utilisé en psychologie, mais comme je vous disais, c'était d'après moi pour assouvir certains fantasmes d'un chercheur plus ou moins éthique. Moi, je vois encore difficilement le lien entre des traits de personnalité puis ces valeurs-là. Mais en termes d'analyse de composition corporelle, ça peut avoir son utilité, surtout chez les gens qui ont de la difficulté avec la relation avec la balance ou avec leur poids, qui ne sont pas confortables. Ça peut donner des scores qu'on peut chercher à améliorer, qui sont abstraits, qui ne se traduisent pas en livres puis en kilos pour le client. Donc ça, je peux comprendre dans une intervention que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais ce à quoi ça sert le plus, et ça a été vraiment bien utilisé, Nouvelle-Zélande, Australie. Les somatotypes ont été utilisés pour faire du profilage. Donc, oui, des stéréotypes, mais un profilage pour cibler qui est le plus apte à pratiquer tel ou tel sport. Donc, on regardait, il faisait par exemple des évaluations du somatotype. Il regardait les scores pour chacun des archétypes, donc l'endomorphie, la mésomorphie, l'ectomorphie, puis il comparait ça à des joueurs d'élite professionnels, par exemple en rugby, en football australien, en cricket, ou n'importe quelle discipline, en natation, en plongeon. Donc, il regardait notre meilleur plongeur ou encore le meilleur plongeur au monde, c'est quoi son score d'endomorphie, de mésomorphie puis d'ectomorphie. Et là, si toi, tu étais un étudiant à l'école, dans ton cours d'éducation physique, puis on te faisait une évaluation de la composition corporelle, puis tu arrivais avec le même score d'endomorphie, mésomorphie, d'ectomorphie que le meilleur plongeur du pays ou du monde, bien, on te disait « Hey, toi, as-tu déjà pensé à faire du plongeon? Parce que tu as le même physique à peu près que le meilleur au monde. Fait que peut-être que tu auras un potentiel pour ça, puis tu auras un avantage concurrentiel intéressant pour ce sport-là. Ça te tente-tu d'essayer ça? » Donc ça devient super intéressant parce que tu peux tirer profit de certaines caractéristiques physiques qui sont importantes ou qui aident dans un sport donné pour orienter les gens. Puis ce que ça fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour adhérer à une activité, ben il faut que tu te sentes valorisé, il faut que tu te sentes bon, il faut que tu aies un sentiment d'appartenance, etc. Fait que si tu arrives dans un sport où est-ce que tu as pas mal d'outils déjà en partant, il y a des chances que tu progresses vite, que tu sois bon vite, que tu aimes ça, puis que tu en fasses. Donc moi, c'est probablement l'utilité, je trouve, la plus noble, la plus pertinente, c'est de fournir un élément de comparaison avec des physiques qui performent bien et d'orienter les gens, de dire « Ah ben toi, as-tu déjà pensé à devenir joueur de basket parce que tu as le même physique que notre meilleur joueur de basket? » Ça ne veut pas dire que la personne va être bonne au basket, mais elle va avoir peut-être plus de chance. Puis ça, je vais toujours me rappeler, il y a plusieurs années, j'avais participé à un camp de dépistage des ligues professionnelles au baseball. Puis, moi, j'étais lanceur, fait qu'il y avait une trentaine de dépisteurs en arrière du marbre avec tout leur radar pour voir ta vitesse. Puis, tu arrives sur le monticule, tu fais tes lancers, puis tout le monde ouvre le carnet, puis il note, etc. Bon, moi, ils m'ont vu arriver, il n'y a pas un carnet qui s'est ouvert. Pourquoi? Je mesure 5 pieds 7, 5 pieds 8. C'était déjà fini en partant. T'sais? Puis je parlais avec un dépisteur, puis je lui demandais, je dis, pourquoi vous prenez lui? Moi, je lance mieux que lui, j'ai une meilleure fiche que lui dans la ligue, cet autre lanceur-là. Puis le dépisteur me disait, tu vois, cet autre lanceur-là, il mesure 6 pieds 4. Toi, tu mesures 5 pieds 7. Lui, je peux lui montrer à mieux lancer. Toi, je ne peux pas te montrer à être 6 pieds 4. Tu vas rester à 5 pieds 7. Fait que c'est pas mal plus facile de prendre la chance avec lui de montrer à mieux lancer que d'essayer, toi, de te montrer à vraiment super bien lancer parce que tu ne seras jamais plus que 5 pieds 7, 5 pieds 8. Fait que ça reflète un petit peu l'impact que les somatotypes peuvent avoir. C'est vrai que peut-être que à 5 pieds 7, tu peux devenir un excellent lanceur. Pedro Martinez des Défunts Expos, c'était pas quelqu'un de très très grand avec un gros gabarit, puis il lançait toute une bine, là. C'était toute une balle rapide qu'il avait, mais c'est souvent l'exception. Donc la majorité des lanceurs qui vont avoir une bonne balle rapide, ils sont grands, sont longs, etc. Alors c'est ça.
Ah mon Dieu, ça je l'attendais, ça fait longtemps. J'ai Salif Ouedraogo. Salif, j'espère que j'ai pas magané ton nom, mais je suis vraiment touché parce que je viens d'avoir une plug, donc un livre mystique d'attirance de la clientèle, donc quelqu'un qui se fait de la pub sur mes balados. Alors je suis choyé. Alors je te remercie Salif, ça veut dire que fort probablement que soit que tu t'es trompé de place, ou soit que mon balado a vraiment une grande diffusion, puis c'est intéressant de commencer à faire du spam dessus. Donc, juste pour le fun, Salif, je vais donner ton numéro de téléphone ou WhatsApp, donc le 229 98 55 61 51. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont juste en audio, là. Donc, le 229 98 55 61 51. Alors, si vous voulez envoyer des bêtises à cette personne-là, si vous voulez envoyer des photos louches ou des choses comme ça, ben, je vous invite à le faire. Et également, si vous voulez dénoncer à Facebook cette personne-là, vous pouvez toujours le faire, mais sachez que quand même, il a pris le temps de faire un commentaire sur mon podcast, puis je suis vraiment content parce que ça veut dire que je dois avoir plus de visibilité que je pensais. Alors, merci Salif. Et là-dessus, je vais cliquer, puis je vais t'ajouter à ma liste bloquée, mais sincèrement, je te remercie beaucoup de ton temps puis des efforts pour écrire un texte, puis de ce que j'ai pu voir aussi avec ta calebasse magique puis tes bagues de protection puis ton savon de chance au parfum, tu n'as pas fait trop de fautes d'orthographe. À part un suivant qui n'a pas de E puis avec un S, là, mais je t'en félicite, c'était quand même mieux que ce qu'on retrouve d'habitude. Alors, sur cette interlude, je reviens à mes somatotypes pour conclure. Donc, qu'est-ce que, pour le commun des mortels, ça sert à quoi les somatotypes? Moi, je vous recommande le livre Anthropometrica. Il est dur à trouver. Je reviens à l'instant, je l'ai. Donc, pour ceux et celles qui sont en visuel, on a Anthropometrica ici. Donc, c'est un petit livre là, super intéressant, rare, mais ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il vous présente des données de somatotypes. Donc, vous pouvez comparer à des valeurs pour la population générale, basketball, saut en hauteur, de la natation, de la boxe, etc. Donc, il y a des valeurs de comparaison. Donc, si vous travaillez avec des clients ou pour vous, vous pouvez commencer à calculer les somatotypes. Et vous pouvez déterminer une partie du potentiel de la personne à performer dans une activité ou dans un sport quelconque. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi intéressant dans un processus de perte de poids où on cherche à élargir le répertoire d'activité physique d'une personne. Puis on se dit, on aimerait ça commencer à faire plus d'activité physique. On ne sait pas quoi. Fait qu'on s'entraîne, c'est bien beau, on est plus en forme, mais on aimerait ça faire des activités physiques. On aimerait ça, réussir à dépenser plus de calories en faisant des activités physiques, qu'on a du fun. Et là, vers quoi on s'en va? On n'a aucune idée, mais si on regarde en fonction du somatotype, ça peut nous donner une idée de où on s'enligne, quelle activité on pourrait chercher, voir si c'est disponible pas loin, puis qu'on pourrait commencer à faire. Et ça veut dire que la personne part déjà avec un certain avantage. Donc, ça se peut qu'elle soit vraiment pas bonne, ça se peut qu'elle n'aime pas cette activité-là, mais au moins, elle a le physique de l'emploi. Donc, ça peut être intéressant. Puis inversement, c'est pas parce que ton somatotype ne fit pas du tout dans les références types pour une activité donnée que tu n'as pas d'affaire à faire ça. Sinon, j'aurais jamais joué au hockey, puis j'aurais jamais joué au baseball, puis j'ai eu du fun à jouer au baseball, j'ai eu du fun à jouer au hockey, même si je n'avais pas le physique de l'emploi. Donc, je vois pas ça comme un frein, mais je vois plutôt ça comme un incitatif d'aller vers une pratique d'activité physique où est-ce que potentiellement on pourrait avoir une certaine affinité physique pour les activités. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Allez-y. Malheureusement, j'ai bloqué Salif Ouedraogo. Je ne sais pas si c'est sénégalais, ça. Mais on n'aura pas d'autres commentaires de Salif, mais peut-être qu'on va avoir d'autres commentaires intéressants. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, je vous rappelle que je suis toujours ouvert aux suggestions. N'hésitez pas à proposer des sujets. Des fois, vous jasez avec quelqu'un, puis vous dites « Hey, ça, je ne le sais pas, puis c'est pas bête comme question. » Vous n'avez pas le temps de chercher, trouver,
moi, une des raisons pourquoi je fais le balado, c'est pas parce que je suis bénévolant puis je veux diffuser des connaissances, etc. C'est surtout parce que moi, ça me force à étudier mes choses, à lire puis à rester à jour. Donc, si jamais il y a des choses, n'hésitez pas que vous avez des questions ou des questions auxquelles vous n'êtes pas en mesure de répondre. J'ai pas la prétention de toujours pouvoir y répondre, mais je vais prendre le temps de chercher si c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Je vais prendre le temps de chercher puis essayer de trouver quelque chose, puis essayer de rendre ça un petit peu plus applicable. Merci Jonathan, bien apprécié. Donc sur ce, n'oubliez pas, c'est toujours le fun quand vous appuyez sur le petit piton like, ça aide, ça donne de la visibilité aux choses. Même chose, moi je suis un peu old-fashioned pour ça, mais le bouche à oreille, là, si vous trouvez le podcast que c'est le fun, c'est pertinent, merci de le partager à d'autres gens que ça pourrait intéresser. Moi, j'aime plus ça que des likes. Donc, des gens qui me disent « Hey, il y a un tel qui m'a parlé de ton podcast, j'ai commencé à l'écouter. » Moi, je trouve ça super le fun. Ça, j'aime bien ça. Je trouve ça un peu plus humain, un peu plus chaleureux, puis moins algorithmique Facebookien. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vais souhaiter un bon match aux Canadiens. Je leur souhaite d'avoir quelque chose qu'ils méritent et que ça se passe pour le mieux. Et puis, fort probablement qu'on se revoit la semaine prochaine. Puis, je ne sais pas encore le sujet. Je vais sûrement décider à la dernière minute. Alors, sur ce, passez une belle soirée. Puis, soyez toujours prudents. Bye bye.